cette nouvelle session qui est consacrée à la scolarité, au partenariat, au stage, à l'apprentissage et à l'international. Je vous donne d'abord quelques informations de vivre ensemble sur cette session. La session va durer environ 45 minutes. Elle est enregistrée et elle sera disponible sur le site de l'école à partir de ce soir et en ligne jusqu'au 12 mars. Pour voir les différents intervenants, vous pouvez cliquer sur leur nom qui s'affiche en général en bas et choisir ajuster l'image, ou bien cliquer droit et choisir ajuster l'image. Une chose très importante, pour poser vos questions, nous avons décidé sur ces sessions d'être dans l'interactif. Donc, ne les écrivez pas dans la conversation, mais levez la main. Donc, sur la plupart des écrans, pour lever la main, une icône main se situe sur le haut de l'écran, en général à droite. Donc, levez la main. Et si au cours des questions, vous voyez que on a répondu à votre question, alors n'hésitez pas à baisser la main. Voilà pour ces petites informations. Et je laisse la parole à Dorothée Vivona de la direction des études et de la pédagogie. Bonne session à tous. Bonjour, donc nous allons démarrer cette première session en compagnie des collègues du service Arnaud Miserio à l'international, le bureau de l'insertion professionnelle, Chloé Dufaux sur les stages, Edith Teram sur la HMO et le master en apprentissage, Marion Merliot, responsable du service, Nathalie Ebréard, directrice des études, et Mélissa Priolo, qui représente le CFA dans le cadre du master apprentissage, et des enseignants, Thibaut David, Édouard Gardebois, Hervé Dubois. Donc, comme on vous l'a indiqué, vous pouvez lever la main et on va prendre vos questions au fur et à mesure. Bonne séance, merci. Excusez-moi, je crois que Sébastien, notre collègue Sébastien. Ah voilà, il est en ligne? Oui, je suis là. D'accord. Sinon, je peux prendre le relais avec Sébastien s'il y a un souci. Non, ça ira. Je donne la parole à Alice et ensuite Guy Roy. Alice, vous pouvez activer votre microphone, sinon monsieur ou madame Guy Roy. Bonjour. Vous pouvez m'entendre? On vous entend. Oui, on vous entend, allez-y. Oui. Je voulais demander pour le programme architecture, est-ce que je dois faire un concours ou je peux directement rentrer dans le domaine? Dorothée, c'est pas toi qui distribue la parole? J'ai pas très bien compris la question parce que je pense que, j'ai pas très bien compris la question. Guiwa, pouvez-vous préciser? Vous souhaitez vous inscrire à l'école, c'est ça? Pardon? Vous souhaitez candidater à l'école? Oui, moi je suis au Liban maintenant, première année, mais je veux changer. Le collègue de mon père m'a dit sur cette université, car il a étudié là-bas, architecte, mais il m'a dit que peut-être maintenant il y a un concours que je dois faire pour rentrer. Je ne sais pas si c'est... Je demande, c'est tout. Alors, c'était les sessions précédentes, mais on va vous répondre rapidement. Vous êtes de nationalité libanaise? Oui. Vous avez un diplôme libanais? Non, j'ai un diplôme, j'ai étudié à Abu Dhabi. D'accord, donc vous avez un diplôme étranger? Oui. D'accord. Donc vous devrez vous rapprocher de Campus France pour faire une inscription. Mais pour l'instant, pour l'année prochaine, pour la rentrée 2021-2022,
les candidatures, la période d'inscription est close. Ok. Et je ne peux pas faire transfer, oui? Non, vous ne pouvez pas. Ok, ok. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond. Et vous allez ouvrir les inscriptions quand? Alors, les inscriptions pour l'année N+1, elles sont ouvertes mi-novembre jusqu'au 15 janvier à peu près. Ah, ok, ok. Voilà, vous pouvez aller sur le site de Campus France et regarder comment ça se déroule, les procédures. Ok, merci. Je donne la parole à Marine. Marine, vous pouvez activer votre microphone. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir si pour Parcoursup, ça valait le coup de passer le TOEFL ou le TOEIC ou si vous ne regardez pas forcément nos résultats. Nathalie? Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de votre question. Vous parlez du TOEFL et du TOEIC par rapport à quoi? Est-ce que ça vaut le coup de marquer notre score sur Parcoursup par rapport au TOEFL ou au TOEIC ou vous regardez pas Là, vous êtes en terminale? Oui, Bah, ça changera rien. ok, d'accord. Ça ne fait pas partie des choses qui sont prises en compte pour passer le cap et aller à l'entretien de motivation. Par contre, là, on est sur la thématique vraiment du contenu des études plutôt. S'il y a beaucoup de questions qui concernent les procédures d'inscription, d'admission dans l'école, on vous invite aussi à consulter les vidéos qui vont être mises en ligne de ce qu'on vient de terminer là. Il y a eu deux sessions de 3/4 d'heure où on répondait à toutes les questions sur ces sujets-là. Il y a aussi des questions écrites en parallèle, donc je ne sais pas comment on passe de l'un à l'autre, mais Alice, qui avait la parole tout à l'heure, n'arrive pas à ouvrir son micro et veut savoir en quoi consistent les doubles diplômes avec l'école de design d'Orléans et de Milan. Donc peut-être Hervé ou Arnaud sur Milan, puis moi je peux dire un mot sur Orléans. Je peux peut-être juste commencer sur l'introduction générale, parce qu'Arnaud est sûrement plus précis sur les détails, mais on a effectivement depuis l'année dernière mis en place un double diplôme avec le Politecnico de Milan en master, qui fonctionne sur un principe d'une période, une première année en Italie, seconde année à Paris, et le diplôme lui-même qui se passe lors d'un 5e semestre. Et on est actuellement en cours de la 2e année, donc on est encore en phase, disons, initiale. Et Arnaud, si peut-être tu peux préciser un peu les... Oui, Oui. Effectivement, donc ce double diplôme qui a commencé, donc on va diplômer nos premiers étudiants cette année. Le double diplôme avec Milan n'a pas une spécialité particulière. On est sur un double diplôme qui est plutôt généraliste, avec on laisse la possibilité aux étudiants de construire leur parcours. Donc on n'est ni sur une thématique patrimoine, ni sur une thématique urbanisme. C'est vraiment généraliste. Donc les étudiants font leur première année de master, comme le disait Hervé Dubois, à Milan, et leur seconde année à l'école, où ils reprennent les enseignements qu'ils souhaitent suivre, et donc atteignent le diplôme qu'ils souhaitent, donnent l'orientation à leur diplôme lors de cette 5e année. Voilà à peu près le parcours. Alors simplement, donc du coup sur ces 2 années et demie pour obtenir ce double diplôme, à l'issue de ces 2 années et demie, les étudiants obtiennent le lauréat magistrale italien et le diplôme d'état d'architecte français, donc en 2 ans et demi. Concernant Orléans, donc on a effectivement un partenariat avec l'École supérieure d'art et de design d'Orléans, qui permet à des étudiants à la fois de Val-de-Seine et de l'ESAT d'Orléans de suivre des enseignements de manière croisée, donc à partir du 2e semestre de la 2e année. Des étudiants d'Orléans viennent suivre avec nos étudiants le projet d'architecture à l'école
Et réciproquement, nos étudiants vont suivre un enseignement de projet de design à l'école d'Orléans. Donc ça, c'est à partir du semestre 4. Ils peuvent poursuivre au semestre 5 selon le même principe. Et ensuite, ils obtiennent leur diplôme dans l'école d'origine de licence en faisant tout le S6 dans le semestre 6, pardon, le dernier semestre du premier cycle dans leur école d'origine. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent ensuite poursuivre avec une deuxième, troisième année dans l'école partenaire pour avoir cette fois-ci le diplôme de licence de l'école partenaire. Je ne sais pas si c'était clair. Et donc, on est en train aussi de construire la suite de ce partenariat pour que des étudiants puissent avoir le double diplôme de master. Mais ça, c'est en cours. Voilà, donc c'est essentiellement à partir de la deuxième année qu'il y a des possibilités de croisement comme ça avec une formation art et design avec Orléans. Je donne la parole à Amel. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a des options. Amel, vous pouvez préciser votre demande? C'est-à-dire, y a-t-il, je vais comparer avec le lycée, mais y a-t-il des matières qui sont optionnelles autres que les matières enseignées en architecture? Je peux dire peut-être 2 mots là-dessus, parce qu'il y a 2 types d'enseignements optionnels. Il y a des cours optionnels qui sont dispensés en licence en 2e et 3e année, et des cours optionnels en master 1 principalement, je pense, qui permettent effectivement, l'idée c'est de permettre déjà de rendre un peu particulier les parcours des étudiants dès la fin de la licence et en prévision de choix d'enseignement un peu plus spécialisé ou précis en master. D'accord, merci. Peut-être que Dorothée peut préciser quel type d'enseignement sont proposés, parce que moi je ne les connais pas tous. Oui, ce sont des enseignements obligatoires à option que vous pouvez choisir dans différentes propositions vous sont faites dans les champs disciplinaires ville et territoire, sciences humaines et sociales, la construction, les arts plastiques, globalement. En master, c'est un peu différent puisque c'est rattaché à des domaines d'études plus spécifiquement. Voilà, mais le programme, vous pouvez, sur le site de l'école, regarder ça de manière plus précise. Question suivante. Question suivante, Sébastien. La question à Aminata. Oui, bonjour. Pourriez-vous nous indiquer s'il y a un nombre de places limitées afin de suivre le double diplôme art et design avec l'école d'Orléans à partir de la 2e année? Oui, c'est un nombre limité, c'est 7 étudiants de chaque établissement en principe. Donc, évidemment, tous les étudiants ne sont pas candidats pour ce programme qui est un peu atypique par rapport à l'ensemble des étudiants, par rapport à leur parcours. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, on doit avoir une vingtaine de candidats de part et d'autre à chaque fois, depuis que ça existe. Mais c'est vrai qu'on en a un petit peu plus chaque année. C'est la 3e ou 4e année qu'on le fait. D'accord, très bien. Merci. Nous n'avons plus de main levée. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main en cliquant sur l'icône correspondante en haut de la fenêtre. Je veux aussi vous préciser, je ne sais pas si tous les participants de ce moment-là étaient connectés ce matin, mais il y avait une conférence de 10h à 12h environ
ce matin qui présentait l'école de manière très approfondie, je pense, ainsi que le programme des études en architecture et le programme en particulier de Paris-Val de Seine. Et ça s'est conclu par un certain nombre de questions auxquelles on a pu répondre. Donc, si vous ne trouviez pas les réponses à vos questions là, dans cette session-là, n'hésitez pas à consulter la conférence qui est mise en ligne. Je crois qu'elle est déjà en ligne sur le site de l'école. Je donne la parole à Audrey. Audrey, vous pouvez activer votre microphone et parler. Je vais donner la parole à Sérissac. Oui, bonjour. Je suis actuellement en école de design, enfin en ESSAD de design au Mans, et j'aimerais savoir, vu que j'aimerais postuler en architecture en L1, je voulais savoir si ça pouvait justement jouer, vu que j'aimerais également postuler pour le partenariat avec Orléans. Nathalie? Je ne suis pas certaine d'avoir compris exactement ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez de faire, mais les étudiants qui intègrent l'école, rejoignent l'école indépendamment de ce partenariat, c'est-à-dire que les étudiants qui participent au partenariat au deuxième semestre de la deuxième année se portent candidats alors qu'ils sont déjà étudiants de l'école et les candidatures ne sont pas ouvertes à des étudiants hors école. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas très bien compris en fait. Non, c'était juste pour dire que j'étais en design de base, mais je voudrais intégrer en L1 l'architecture. Oui. Mais justement, je compte très bien me candidater pour essayer d'être en partenariat avec l'école d'Orléans. Ah oui, d'accord. Ben, donc, si vous rejoignez l'école en tant qu'étudiant en architecture, vous pourrez, mais comme n'importe quel étudiant de l'école, en fait, vous portez candidat pour participer à ce partenariat avec Orléans. Ok, Et d'accord. peut-être que du coup, votre parcours antérieur vous donnera un petit plus par rapport à d'autres, mais ça, je ne peux pas en préjuger. Mais... Ok, d'accord, merci. Il n'y a pas d'autres mains levées, mais encore une fois, vous pouvez la lever en cliquant sur la petite main qui se trouve en haut de la fenêtre. On peut peut-être prendre la question de Romain Michel, question écrite. Je ne sais pas si Romain Michel peut... on peut la lire. Micro, oui, je vais lire sa question. Comment se déroule le deuxième cycle d'études en architecture? Je vais laisser un enseignant présenter. Hervé? Oui, on peut donner. Donc le second cycle, c'est le cycle de master qui est organisé à la différence de la licence où on a 14 ou puis ensuite 12 groupes de projets qui traitent en fait un peu les mêmes thématiques de façon différenciée suivant chaque enseignant, mais c'est donc avec une espèce de cohérence générale. À partir du master, sont mis en place 6 domaines d'études qui donc vont faire des propositions et orienter leur enseignement par rapport à des thématiques un peu particulières. Et chaque domaine d'études va proposer chaque semestre 3 projets et 3 séminaires, en tout cas pour les premières années, qui pourront être mis en cohérence. Donc il s'agit d'orienter un petit peu son travail sur des questions que l'on choisit. C'est pour ça aussi que le rapport de licence en fin de licence sert théoriquement à justement déjà amorcer cette orientation. Par ailleurs, en master, on a quelques éléments, quelques moments un peu particulier dont on a parlé ce matin, dont le workshop international, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu cette année, mais qui se déroule sur une grosse semaine et qui permet à tous les étudiants de l'école de quatrième année, de première année de master,
de se retrouver un peu mélangés dans des groupes d'environ 40 étudiants avec des enseignants étrangers, qui sont des enseignants invités, pour traiter soit jusqu'à l'année dernière, jusqu'à il y a 2 ans plutôt, c'était plutôt des thèmes de projets urbains. Et l'année dernière, on a commencé à mettre en place le principe d'atelier, enfin de workshop à échelle 1, avec comme objectif de réaliser une construction en une semaine. Et l'année dernière, ça donnait lieu à des petits édifices qui ont été construits place Mazas à Paris. Par ailleurs, le master, évidemment, mène au PFE, au diplôme. Et là, ça peut se passer, là encore, suivant les domaines d'études, de différentes façons. Soit c'est uniquement le dernier semestre de master après réalisation du mémoire qui donne, qui aboutit au projet de PFE. Soit ce travail est mené sur une année complète, en 2 temps, entre le S9 et le S10. Voilà un peu un cadrage général. Si mes camarades Édouard ou Thibault veulent compléter. Non, c'est donc que j'ai été extrêmement clair. Oui, j'ai rien à ajouter pour ma part. Romain pose également la question de savoir si on choisit un unique projet d'études ou on peut en prendre plusieurs. Je ne comprends pas tout à fait le sens de votre question, mais juste vous dire que c'est un projet par semestre, si c'est ça la question. Alors en fait, il y a beaucoup plus de questions écrites visiblement que de mains levées, alors qu'on pensait qu'on allait pouvoir échanger en direct avec vous. Mais prenons les questions écrites alors en attendant que certains lèvent la main. Alors Audrey, y a-t-il 50% de TD, 50% de cours magistraux? Hervé, les enseignants? Oui, j'y retourne. En licence, on a un enseignement qui est un peu divisé en 2 parties. Il y a 2 journées et demie qui sont consacrées au projet. Donc, parce qu'en fait, la différenciation ne se fait pas vraiment entre TD et cours magistraux, parce que le centre de l'enseignement de l'école, c'est le projet. C'est ce qui est aussi qui prend le plus de temps. Et donc, on a 2 journées et demie en licence consacrées au projet et à un enseignement associé chaque semestre. Et puis, on a 2 journées qui sont consacrées à des enseignements soit des enseignements en amphithéâtre, de cours théoriques, soit d'enseignement de TD, mais dans un format qui est plus large. C'est-à-dire que l'enseignement de projet, c'est par groupe de 20 environ. L'enseignement général, enfin disons de cours magistraux et TD, c'est a priori en groupe plus important quand les règles sanitaires le permettent, parce que l'amphi permet de recevoir jusqu'à 300 étudiants. Audrey demande aussi quelles sont les 20 associations que propose-t-elle, et Marie-Sylvie pouvait répondre, qu'on n'a pas présenté tout à l'heure, mais Marie-Sylvie du service de la communication. Oui, alors j'ai répondu à Audrey, je lui ai conseillé d'aller sur la page du site dédiée aux associations. C'était une question un peu à la marge de la réunion, donc, mais en quelques mots, donc oui, il y a à peu près une vingtaine d'associations qui proposent des activités classiques, type sport, musique, le bureau des étudiants évidemment, mais il y a des associations un peu plus originales, comme par exemple la COP, qui est une association qui propose du matériel utile dans l'étude à un prix réduit. On a une association qui est investie dans l'écologie, qui s'appelle Père de Seine. On a une association qui s'appelle La Voûte et qui travaille à partir de matériaux recyclés, et notamment les palettes, donc ils font de la construction de mobilier par exemple. Voilà, donc une vie associative très dynamique.
Et je pense que chacun peut trouver une association qui lui convient et y participer, la rejoindre. Voilà en quelques mots. Alors, je ne vois plus Dorothée, mais Thibaut, David. Je continue. Ironie, Oui. question Il y a Thibaut David qui lève la main. Alors, je ne sais pas si c'était pour compléter une précédente réponse. C'est exactement ça, quelle perspicacité magnifique. Non, c'est simplement, je voulais préciser que, comme toutes les études, il y a une terminologie et les primo-entrants qui sont parmi nous aujourd'hui ne connaissent pas forcément. C'est-à-dire quand on parle de projet, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Enfin, voilà, donc il s'agit en effet de l'enseignement du projet architectural et urbain, et donc qui est ponctué de séries d'exercices à difficulté progressive. Cet apprentissage du projet, je voulais juste préciser cette notion parce qu'au fond, par rapport à l'université, le projet, c'est ni du TD, ni du cours magistral. Et donc, c'est un lieu de travail, un peu comme un atelier, et dans lequel une vingtaine de personnes, les étudiants sont répartis en groupes, en 14 groupes de 20 étudiants, et c'est là où on va enseigner ce qu'on appelle le projet. Voilà, alors c'est 2 jours et demi, c'est pas 2 jours et demi pleins présents dans l'atelier à l'école, hein, ce sont 2 plages, enfin 2 jours et demi qui sont dédiés. Après, suivant les pédagogies, évidemment, il y a des promenades extérieures, des visites, etc. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision parce qu'on a tous tendance à utiliser notre vocabulaire comme si c'était une forme d'évidence. Et puis, si ça peut amener d'ailleurs, inviter les uns les autres à poser davantage de questions sur la pédagogie, sur l'enseignement, sur ce qui se passe dans les études d'architecture, en dehors des aspects purement factuels administratifs, ça enrichira la conversation. Voilà, c'était mon intervention. Seulement, merci. Merci, on va prendre la question de Ironi Chamacha. C'est pour Arnaud. Si on intègre une école dans le cadre du partenariat, devons-nous suivre le cours dans la langue de l'école d'accueil ou pas? Alors, je vais juste distinguer 2 choses à ce sujet-là. D'un côté, les mobilités internationales, donc, qui sont des partenariats en soi, pour lesquels on exige effectivement que les étudiants maîtrisent un niveau de langue avant de pouvoir partir dans les destinations. Simplement, on ne demande pas obligatoirement la maîtrise de la langue du pays d'accueil, c'est vraiment la maîtrise de la langue d'enseignement, de l'établissement d'accueil. Pour donner un exemple, les étudiants qui partent par exemple en Suède où n'ont pas besoin de parler le suédois, on les autorise simplement à avoir un niveau d'anglais qui leur permet de suivre les enseignements sur place. Le deuxième point, c'est concernant les partenariats dans le cadre de les diplômes avec Milan et Venise, pour lesquels il est effectivement nécessaire d'avoir une maîtrise de l'italien. Pour information, je ne sais pas si ça a été décrit lors de la réunion d'information ce matin, mais l'école offre des cours de langue dans 4 langues étrangères, espagnol, anglais, portugais et italien, durant la 2e année et la 3e année. Donc, ce qui permet, même pour des grands débutants, d'envisager de parfaire ou tout simplement de commencer une langue étrangère et de pouvoir partir et participer soit à une mobilité internationale, soit à un des doubles diplômes offerts par l'école. Arnaud, peut-être que pour répondre à Sophie, qui nous demande en quelle année on peut effectuer une mobilité. Alors effectivement, je vois que c'est une question la question posée, c'est de savoir si on peut partir en première année de licence. Oui. Alors non, on ne peut pas partir en première année de licence pour la simple et bonne raison que les étudiants postulent pour un départ 1 an avant de partir, en fait, puisque c'est un départ pour une mobilité internationale se prépare. Du fait aussi de nos obligations de programme, les étudiants sont autorisés à partir lors de leur 3e année de licence ou lors de leur première année de master. Ce sont les années un petit peu plus un peu idéales pour partir parce que les étudiants ont déjà eu le temps de travailler l'architecture sur leurs 2 premières années
et du coup, ne retrouve pas envoyé à l'étranger aucune connaissance en architecture et à devoir en plus gérer des enseignements dans une langue étrangère. Donc c'est en 3e année et en 4e année uniquement. Il y a une question complémentaire de Léa sur ce sujet. Quelles sont les conditions pour partir en mobilité? Alors, les conditions pour partir en mobilité, c'est déjà d'avoir validé tout son cursus jusqu'à l'année où l'étudiant postule. Chaque année, on ouvre un appel à candidature à l'automne en fait, précédant l'année de départ. Les étudiants doivent déposer un dossier de candidature comportant un portfolio, une lettre de motivation et la preuve d'une maîtrise d'une langue étrangère pour l'établissement qu'ils envisagent de rejoindre. Et en parallèle de ce dossier qui est remis, nous calculons également les moyennes académiques des étudiants sur les premières années d'études qu'ils auront suivies. Et ensuite, les étudiants sont sélectionnés au mérite, donc par rapport aux notes qu'ils obtiennent sur le dossier et sur les moyennes académiques des années précédentes. Donc voilà, c'est vraiment une sélection. On a entre 150 et 170 candidatures chaque année pour environ une centaine d'étudiants qui partent à l'étranger, d'étudiants sélectionnés. Toujours sur le même sujet, je ne les prends pas dans l'ordre, excusez-moi, c'est plutôt par thématique. Mona qui demandait, est-ce possible de partir étudier à l'étranger en L3, puis d'intégrer un double diplôme international au niveau du master? Arnaud? Alors oui, effectivement, c'est possible. Les étudiants peuvent effectivement partir en mobilité internationale sur leur L3. Les mobilités sont par contre limitées à un départ sur l'Europe pour les étudiants qui partent sur de la L3. Mais il est totalement possible d'enchaîner une mobilité et la participation à un double diplôme. Ça permet notamment pour certains étudiants déjà d'avoir une base assez solide en italien pour les étudiants qui souhaitent participer à nos doubles diplômes internationaux. Merci, je crois que ça répond aussi à la question de Yon que je vais vous lire quand même, que je vais te lire. Bonjour, est-ce possible de faire la mobilité et le double cursus en Italie si on a le niveau de langue requis? Donc je pense que tu viens d'y répondre. Question, je crois que Pierre Vincent est avec nous. Pierre Vincent, Pierre, tu es là? Bonjour, j'étudie actuellement de la part d'Isor Jarry. Bonjour, j'étudie actuellement l'anglais et le chinois et aimerais continuer. Est-ce possible dans votre école? J'ai vu qu'un workshop en Chine était possible. Alors, dans le cadre, moi je vais juste répondre dans le cadre des langues qui sont dispensées dans l'établissement. Donc, on a l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, mais du Brésil. Et j'ai dû oublier, non, je crois que c'est tout. Nathalie, j'ai un doute là. Est-ce que j'ai anglais? Non, il n'y a pas d'oublié. Après, c'est le français langue étrangère, sinon. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si Pierre est là. Non, il n'est pas avec nous à cette séance. D'accord. Alors, il y a effectivement le workshop. Ce workshop se déroule en master. Le workshop Chine. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des mains levées, Sébastien, ou pas? Non, aucune. Alors, on va prendre la question de Florence. Benoît, est-ce qu'il serait possible de nous décrire davantage les exemples de stages des étudiants? Marion, et puis Chloé peut-être? Je pense que peut-être Chloé peut répondre pour la licence et puis je compléterai pour le master. Et il y a une main levée de Édouard également. Édouard, votre micro. C'était juste pour préciser que le workshop en Chine, il n'est pas nécessaire de parler chinois.
Chloé? Bon, du coup, je vais répondre. Dans le cursus, vous avez au total trois stages obligatoires, donc 2 en licence et 1 en master. Le premier stage que vous aurez à faire, il est positionné en première année. C'est un stage de 2 semaines, dont la thématique est un stage ouvrier de chantier. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'être à la place d'un ouvrier. Donc vraiment, c'est très orienté travail manuel, bâtiment. Donc ça peut se faire dans plein de types de structures différentes. Ensuite, vous aurez en deuxième année sur 4 semaines le stage de première pratique. Donc là, l'objet de ce stage, c'est vraiment d'avoir une expérience en agence, donc pendant 4 semaines. Et à l'issue, donc au niveau du master, vous avez un stage de formation pratique. Et donc ce stage de formation pratique, il doit vous permettre en fait de définir un peu mieux votre projet professionnel. Donc le type de structure d'accueil possible est assez varié et dépend vraiment de vos objectifs après d'orientation professionnelle. Et donc ce stage, il est d'une durée minimale de 9 semaines. Et voilà. Alice, peut-être la question d'Alice. Y a-t-il en fin de cursus des cours pratiques de suivi de chantier et tout le côté administratif? L'un de nos enseignants peut-il répondre? Merci. Ou Marion sur la HMO du coup, HMO-NP, pardon, et Peggy. Effectivement, comme on n'a pas l'année, on ne sait pas du tout dans quelle formation cette question est posée. Y a-t-il en fin de cursus des cours pratiques de suivi de chantier et tout le côté administratif? Je pense que c'est plutôt en HMO qu'on voit ça, mais Peggy, est-ce que tu veux répondre? J'active mon micro, excusez-moi. Effectivement, à HMO, il y a des cours prévus, des séminaires obligatoires d'agence, 4 séances, 4 fois 4 heures. Voilà. En fait, ça, c'est plutôt des choses que vous verrez en agence, donc soit au cours de vos stages, soit au cours de votre mise en situation professionnelle. Donc, pour préciser, la mise en situation professionnelle, c'est une expérience, donc sous forme de contrat CDD ou CDI, que vous ferez en parallèle de la formation à l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, donc qui est la 6e année de formation qui, après, vous permettra de vous inscrire à l'ordre et de porter officiellement le titre d'architecte. Mais disons que cette formation, elle peut être suivie soit dans la continuité de vos études, soit quelques années après, une fois que vous avez acquis plus d'expérience. Alice, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais sinon vous pouvez écrire ou essayer d'intervenir dans la session pour nous le dire. Il reste 5 minutes pour cette session et il y a Thibaut David qui veut compléter à nouveau. Oui, enfin, c'est quasi anecdotique, mais par rapport à cette question, effectivement, de visite chantier, alors non, pas effectivement dans le cursus licence, master, au sens de la formation, de comment suivre un chantier. En revanche, des visites, comme il peut y avoir des visites de bâtiments, aller visiter un chantier dans le cadre de l'enseignement du projet, ça se fait ici et là, suivant les groupes, dans des conditions de sécurité idoines, évidemment. Mais pour ce qui est, disons, de l'observation d'un chantier, oui, ça peut arriver dans les 5 années. De toute façon, comme ça, non programmée, on va dire. On n'est pas dans un cadre de formation, évidemment, de suivi d'un chantier. Je peux rajouter une chose, c'est qu'on est dans un quartier en plein chantier et que si on est un peu malin, il suffit d'aller se promener dans les rues du quartier Masséna pour voir la tour de Nouvelle qui pousse et voir énormément d'autres bâtiments qui sont construits actuellement. Il peut y en avoir dans tout Paris, mais rien qu'en venant à l'école, on a l'occasion de pouvoir suivre des chantiers si on est un peu curieux. Merci, on va prendre la dernière question. Alors, si Romain Michel, est-ce que vous pourriez préciser quels sont les différents masters co-accrédités et associés à quoi ils correspondent? Nathalie?
Oui, donc nous sommes en partenariat avec l'Université Paris-Ouest Nanterre pour un master en aménagement et urbanisme, pardon, qui est accessible à nos étudiants soit lorsqu'ils sont uniquement titulaires du diplôme d'études en architecture qui confère donc le grade de licence accessible en master 1. En master 1. Et pour les étudiants qui vont jusqu'au bout, jusqu'au diplôme d'état d'architecte qui confère le grade de master, ils peuvent également continuer et intégrer directement en master 2 ce diplôme. Et on a également un partenariat avec l'Université de Paris, anciennement Université Paris 7 Diderot, sur le parcours ville, architecture et patrimoine. Donc, en fait, et même conditions d'accès, soit en M1, soit en M2, selon le diplôme en architecture dont vous êtes titulaire. Et dans les deux cas, ça permet à nos étudiants diplômés d'approfondir les thématiques qui sont l'objet de ces diplômes, mais en travaillant pendant cette année ou ces 2 années de formation avec des étudiants qui viennent plutôt d'autres disciplines, donc en histoire pour ce qui concerne Paris 7 et urbanisme pour ce qui concerne Paris 10. Est-ce qu'il nous reste des questions à prendre, Sébastien? J'ai vu l'Archem. Non, je ne sais pas si c'est... Moi, je vois qu'il y a 2 mains levées. L'Archem. Je ne sais pas si c'est... Vous pouvez ouvrir votre micro, non? Ancelin, chez Pelov. En fait, je vois pas de main levée de mon côté. Il y a 2 mains levées. Nous, on les voit, oui. Bah, je ne vois pas, moi, c'est bizarre. L'Archem. D'accord. Si j'ai trouvé autrement. Rebonjour. Ça y est. Oui, Vous m'entendez? oui, on vous entend. En fait, une autre question par rapport aux candidats étrangers. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez un nombre limité pour ces candidats en master? Et quel est le nombre des étudiants étrangers en master chez vous dans les années passées? Et pour la HMLOP, on fait le master 2, master 1 et master 2 chez vous. On va y aller directement faire le HMLOP ou bien il faut faire un concours? Et merci. Peggy, pour la HMO? Alors, pour la HMO, effectivement, il vous faut une équivalence du diplôme pour intégrer la formation. Oui. Et une fois que obtenu votre diplôme, vous pourrez accéder à la HMO. D'accord. Et pour le nombre, est-ce que vous avez un nombre limité pour ce genre de candidats? Nous n'avons pas de nombre limité dès lors que vous répondez aux critères de sélection. Ok. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Il faut qu'on conclue cette séance parce qu'il est 16h. Je vois que Audrey repose une question, on n'a pas répondu, je crois. Quels sont les voyages que vous organisez ou que vous allez organiser? Là, ça fait un certain temps qu'il n'y a pas trop de voyages. Hein. Mais si Hervé ou Édouard veulent répondre. Édouard, tu connais mieux la question des voyages, je crois. Oui, je l'ai fait, j'ai à peu près tous ceux qui ont pu se faire, je les ai faits. Allez, je reste. Avant, il y avait 14 groupes, maintenant, il y en a 12 groupes en 2e année. Et chaque enseignant, chaque groupe pédagogique choisit son voyage. Et par conséquent, on ne peut absolument pas prédire le choix qui sera fait l'année donnée, parce que chaque groupe va faire un petit tour en Italie, ensuite il va ailleurs, et c'est un peu en fonction des opportunités, des calendriers, que ces voyages sont décidés. Donc, mais en tout cas, toute l'école ne part pas au même endroit.
Suivant le groupe, ce sera la destination choisie par le groupe que vous choisirez en S3, parce que le voyage a lieu en S4, mais il se prépare au semestre 3. Voilà, mais il y a aussi des voyages en dehors de celui de la deuxième année, en particulier en master. Donc, il y a eu des voyages en Chine, au Brésil, au Japon, à Chicago. En Guyane. Voilà. Oui. Et pour ce qui concerne le voyage de L2, qui lui est obligatoire en temps normal, quand on arrive à faire des voyages, c'est un voyage de 4 jours en moyenne dans une ville européenne, choisi en concertation avec les étudiants. C'est 3 nuits sur place. Et a priori, le voyage, enfin, tout peut changer, mais le voyage pendant longtemps était payé et les étudiants et l'hôtel et les étudiants avaient leur charge de se nourrir et les frais divers comme les entrées de musée. Bon, je crois qu'il faut terminer cette Marie-Sylvie. Voilà, j'allais vous proposer de clore cette session et pour les questions restantes, de se connecter à la session de 16 h, donc qui commence immédiatement. Merci à tous. Au revoir. Merci, à tout de suite ou bien au revoir.